Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. Chaque semaine, ça vaut le coup. L'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, c'est Guillaume Pitron. Bonjour. Bonjour David Jaco. Ravi de vous avoir. Vous publiez L'enfer numérique, voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui libèrent. Cet ouvrage, c'est 2 ans d'enquête. 2 ans de boulot. Vous êtes baladé un peu partout dans le monde. Très documenté. Un livre qui nous ouvre un peu les yeux sur la face cachée toxique du numérique. Qu'est-ce que vous avez vraiment appris de très fort en vous rendant en Laponie ou en Chine ? Alors en Chine, j'ai appris d'abord que... Ou ailleurs d'ailleurs. Vous prenez 2 exemples, alors autant les prendre. En fait, il faut d'abord le virtuel n'est pas virtuel, le virtuel est matériel. Internet et le numérique en général sont souvent présentés comme des technologies de la dématérialisation. On parle de cloud, le fameux nuage dans lequel on stockerait nos données. Tout ça, naturellement, nécessite des ressources, de l'énergie, de l'électricité. Puisque vous parlez de la Chine, je me suis rendu en particulier en Chine pour constater que d'abord, tout ce qui est virtuel procède d'une entaille dans le sol, une mine, et il y a en Chine énormément de mines, notamment de graphite, ce minerai grâce auquel on fabrique des batteries de téléphone portable, et en fait il faut commencer par creuser dans le sol pour fabriquer le fameux nuage, avec des impacts écologiques forcément forts, donc ça c'est une première idée, et puis après vous me parlez de Laponie, parce qu'en Laponie se trouvent certains centres de stockage de données par lesquels transitent nos likes, nos emails, nos photos de vacances, mais aussi les données B2B bien évidemment, et ces centres de données sont installés dans le Grand Nord, à une portée de fusil du cercle arctique, parce que le froid là-bas est naturel, par opposition au froid des climatiseurs dans les centres de données classiques. Ah bah c'est plutôt positif. C'est positif de ne pas utiliser les climatiseurs et d'utiliser le froid naturel, non ? Absolument, oui, parce qu'en fait, la moitié de l'électricité consommée par un centre de données, c'est de l'électricité, c'est de l'électricité qui a été captée par les systèmes de climatisation. Si j'installe ça dans le Grand Nord et que finalement, pour dire simplement, j'ouvre la porte du data center pour laisser rentrer le blizzard, alors naturellement, ça le refroidit naturellement, et donc il y a moins de consommation électrique, et en plus, en Suède ou en Norvège, l'électricité est produite à partir de barrages, hydroélectriques. C'est très positif alors. Donc tout ça est positif pour l'environnement, c'est une réorganisation du cloud, si je puis dire, géographique, comme quoi il y a une géographie du nuage, vers le nord, pour que nous nous connections là-bas. Simplement, il y a un pendant à cela qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gains énergétique, le message qui va être porté par l'industrie autour de cela, en disant écoutez, regardez, vous pouvez continuer à consommer de l'Internet à l'envi puisque ça n'a pas d'impact sur l'environnement, ça va générer quoi ? Ça va générer ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire qu'on va consommer davantage. Et donc cet effet rebond vient contrebalancer les gains environnementaux qui sont permis par les technologies. Et donc c'est toute cette complexité de l'effet rebond dans lequel il faut rentrer, puisque ce que l'on sait déjà, David Jaco, c'est qu'en 2035, l'humanité produira 45 fois plus de données qu'aujourd'hui. Donc est-ce que les gains d'un côté sont contrebalancés par l'explosion de la consommation de données de l'autre ? Et donc tout ça crée donc un coût écologique du digital qui, malgré son apparence, encore une fois, dématérialisé. C'est tout le paradoxe d'ailleurs du numérique, et vous le disiez bien, c'est que tout ça est de plus en plus immatériel, encore une fois, c'est ce qu'on nous vend, mais ça masque encore une fois une réalité physique qui est plus sombre. Vous dites le numérique dégage une odeur, émet un bruit et a un goût. Comment c'est possible ? Internet a un goût. Internet a un goût. Ouais. Comment c'est possible ? En fait, et c'est même pas une figure de style de vous dire ça, parce qu'en fait, on est désensibilisé à Internet. On ne connaît pas la machine. Notre seule rentrée dans le réseau Internet, ça va être par le biais d'une interface, un téléphone. Ouais. Mais tout ce qui se cache derrière, l'infrastructure faite de câbles, de satellites, demain de plus en plus de constellations de satellites pour l'Internet spatial, de centres de stockage de données, de réseaux énergétiques, tout cela, on n'en a jamais vu la couleur, au sens propre du terme. Or, pourquoi Internet a un goût ? Parce que les câbles sous-marins par lesquels transite l'information, 99% de l'information aujourd'hui transite par le fond des mers. Ces câbles, lorsqu'ils sont extraits, sortis de l'océan pour être recyclés, ce que j'ai pu constater, ils ont un goût d'eau de mer. Et donc Internet a un goût d'eau de mer. Internet a une couleur, c'est la couleur des câbles. Ils sont verts, ils sont bleus, ils sont rouges, mais Internet a une couleur. Internet a une odeur, c'est l'odeur du graphite, qui est une odeur de beurre rance dans les mines de graphite grâce auquel on fabrique les interfaces qui permettent de rentrer dans Internet. Internet, on peut l'écouter. C'est le son, bien sûr, c'est le son des serveurs qui sifflent dans un centre de données. Et lorsque vous rentrez dans un centre de données dans lequel vous avez des milliers, des dizaines de milliers de serveurs, eh bien ces sons stridents multipliés par 10 000, 100 000, eh bien ça crée une espèce d'ambiance de ruche. Donc en fait, on peut se confronter sensoriellement à Internet. Et c'était l'objet de cette enquête, de dire au lecteur, en fait, vous pensez que tout cela est impalpable, et en fait, il faut se confronter sensoriellement à Internet de façon à en percevoir la matérialité, et donc
le coût écologique. Ouais. Ce qui pollue le plus, c'est quoi? C'est le smartphone ou c'est l'infrastructure qui est derrière, encore une fois, les câbles, les centres de données et tout et tout? C'est le smartphone et les interfaces en général, les équipements électroniques. 50% de la pollution numérique est due à la pollution des équipements numériques. Aujourd'hui, un smartphone, ça ne sert pas qu'à téléphoner. Ça sert à commander une pizza, rencontrer l'âme sœur, se géolocaliser, faire des vidéos. Donc en fait, vous avez une puissance extraordinaire dans le smartphone. Il faut quand même savoir qu'un smartphone aujourd'hui concentre plus de puissance informatique que les programmes informatiques qui ont envoyé l'homme sur la Lune dans les années 70. Et pourtant, ça tient dans la poche. Donc pour permettre cette quadrature du cercle d'énormément de puissance dans un tout petit volume, il faut des métaux très dilués, il faut aller les extraire, on revient au graphite. Donc tout ça, c'est un coût écologique très lourd. Il faudrait les recycler, mais on les recycle très mal. L'humanité produit chaque année 5000 tours Eiffel de déchets électroniques. Il y a un immense enjeu de l'économie circulaire du numérique. Et donc cela explique cette pollution numérique, elle est sur le hardware, elle n'est pas sur la partie dématérialisée, encore une fois. Non, c'est... Alors, elle est sur le hardware. Et puis après, qu'est-ce qui fait ce smartphone? À quoi il sert? Il sert à consommer des données. Il sert à produire des données. Et donc c'est là qu'on rentre dans la partie software. Alors en quoi est-ce que la donnée crée une pollution? Alors, parce que ça n'a rien d'évident de dire que quand je like... Bon, mon like, évidemment, je pense qu'il ne pollue pas, mais le problème, c'est des milliards de likes tous les jours. En quoi est-ce qu'il pollue en termes d'émissions de CO2, en termes d'utilisation d'électricité qui n'est pas propre? D'abord, vous l'avez compris, le like, il va traverser le monde entier pour même faire 10 mètres. Il va passer par toutes ces infrastructures qu'on a expliquées, et notamment les centres de stockage de données. En fait, vous n'avez pas d'Internet sans centre de stockage de données. Et David Jaco, vous et moi ne le savons pas forcément, mais en fait, chaque jour, nous mobilisons une centaine de centres de stockage de données qui sont finalement ces points d'interconnexion par lesquels passe l'information. Or, il faut bien les fabriquer. Il faut bien les fabriquer, et puis ensuite, il faut produire de l'électricité pour les faire tourner. Et cette électricité, elle est d'autant plus nécessaire que votre like, il ne va pas aller que dans un seul centre de données. Il va être répliqué dans plein de centres de données différents, de façon à s'assurer ce qu'on appelle la continuité de service d'Internet. Internet ne doit pas s'arrêter. Et donc, si un centre de données tombe en panne, il faut qu'un autre centre de données prenne le relais, et ainsi de suite. Et donc, vous avez une réplication de l'information, de sorte que vous et moi soyons en permanence en mesure d'aller sur la toile qui est hyper disponible. Et donc, vous multipliez ces 3 millions de centres de données sur Terre par l'électricité qu'il faut pour les produire. L'électricité, elle vient d'où? Elle vient du nucléaire, des énergies renouvelables, elle vient du charbon, du pétrole. Dans le monde, majoritairement, vous avez 35% du mix électrique mondial, c'est le charbon. Ça baisse, mais c'est encore 35%. Et donc, émissions de CO2. Et donc, si on en croit les chiffres, 10% de l'électricité dans le monde est mobilisée par le secteur numérique. Et en quoi c'est problématique que 10% 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et en quoi c'est problématique que 10% de la consommation électrique mondiale viennent de l'univers numérique? Il faut bien alimenter les smartphones, il faut bien stocker nos données. On pourrait dire que c'est pas forcément, que c'est un coût acceptable compte tenu des gains que ça permet. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être technophobe. Il faut reconnaître aussi que grâce à Internet, et notamment en temps de Covid, on a pu continuer à avoir des vies sociales, on a pu continuer à faire tourner nos économies. Donc en un sens, ça peut être justifié. Ce que je veux souligner, c'est que c'est un nouveau chapitre de la pollution humaine qui passe largement sous silence et qui est en train d'exploser. C'est le poste de pollution qui aujourd'hui s'accroît le plus rapidement. Si on n'y prend pas garde, qui est invisible. Qui est d'autant plus dangereux qu'il est invisible. Et si on n'y prend pas garde, ces chiffres que je vous donne sont multipliés par 2 en 2025 seulement. Donc on est sur une trajectoire qui est absolument colossale, avec tous les effets rebonds que ça permet. Et ça, ce sont des vrais sujets environnementaux. Moi, je suis persuadé que le numérique, c'est l'un des grands sujets écologiques des 30 prochaines années. Ouais. Après, encore une fois, 4% des émissions globales des gaz à effet de serre via le numérique, c'est quasiment 2 fois plus que le transport aérien. Une fois et demie plus que le transport aérien. Il faut quand même avoir ça en tête. Oui, voilà. Il faut avoir en tête, David Jaco, pardon, je vous coupe, mais que si toutes les centrales nucléaires actuellement en fonctionnement, toutes les centrales nucléaires actuellement en fonctionnement, si on les mobilisait toutes, eh bien, elles permettraient juste de satisfaire la demande en électricité du numérique. Je pense que vu comme ça, on peut se poser la question de cette consommation. Ouais. Et donc ces conséquences nocives, encore une fois, du numérique, ne sont pas bien appréhendées par les gens, en fait, c'est ça. C'est ça l'idée derrière ce livre, c'est de se dire, voilà, il y a une pollution numérique, elle est invisible, mais elle existe et elle est en forte croissance. En fait, il y a ce que je constate, et c'est pareil avec les technologies vertes, c'est qu'il y a un découplage entre le moment où on utilise ces produits et la pollution que ça génère. Si je suis dans la rue avec mon diesel et que je roule, je suis directement impacté par la pollution que j'ai générée. Si j'utilise une voiture électrique, la pollution est ailleurs. Si j'utilise un smartphone, la pollution est ailleurs. Et donc finalement, c'est quelqu'un d'autre qui paye le coût de cette pollution à ma place. Donc j'ai l'illusion
d'être propre, j'ai l'illusion d'être dématérialisé, d'être virtuel, que mes actions dans le monde, dans la vie quotidienne ne vont pas avoir d'impact sur les écosystèmes, sur le réchauffement climatique. En fait, quelqu'un en paye le coût, quelque part un nuage se produit, et pardon de le répéter de façon aussi basique, mais ce nuage, il traversera les frontières, il ne s'arrêtera pas à la frontière française. Et donc il faut bien avoir conscience que ces impacts-là sont globaux, il faut avoir une lecture globale de ces enjeux, parce que si on a une lecture nombriliste et locale en disant je ne pollue pas chez moi, tout va bien, et ben en fait on ne comprend pas la complexité de ces nouvelles technologies. Ouais, après, encore une fois, se voir en Zoom, ça permet d'éviter de faire des voyages d'affaires pour des patrons, pour des équipes. Donc Absolument. le digital fait partie de la solution. En fait, il y a ce lien entre croissance verte et numérique. Il ne faut pas être béat d'admiration, mais il y a quand même, la tech fait partie de la solution aussi. La tech fait absolument partie de la solution. Elle est nécessaire pour permettre de lutter contre le réchauffement climatique. La question, ce n'est pas la tech, il n'y a pas une mauvaise tech ou une bonne tech. Il y a la façon dont on s'en servira. Un train, ça a permis de métisser des cultures, et puis le train, ça a aussi permis de transporter des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on fait de la technologie? Qu'est-ce qu'on fait de ces smartphones? Est-ce que le smartphone est utile pour réserver un IRM dans un hôpital connecté? Est-ce qu'il est utile pour se dandiner, comme le fait la génération zen, sur TikTok toute la sainte journée? Quel est le bon usage de la technologie? Quel est le mauvais usage de la technologie? Et en fait, ça ouvre des questions qui sont non plus technologiques, mais des questions sociales, politique. Et demain, je pense qu'on va arriver un débat dans lequel on va se dire très bien pour Internet, mais en fait, de quel Internet avons-nous envie? Aujourd'hui, on ne se pose pas cette question. Non. On a accès à Internet, on y rentre comme on veut, il n'y a pas de priorisation des usages, le web est neutre, je peux y aller pour toutes sortes d'usages, quels qu'ils soient. Est-ce que ce sacro-saint principe de la neutralité du web va pouvoir tenir demain, compte tenu du fait qu'il va falloir se poser la question de l'Internet utile à l'environnement et à l'homme, et de celui qui ne l'est pas? Et moi, je pense qu'on rentre dans ces questions politiques. C'est intéressant pour cette jeune génération. C'est paradoxal, qui est sensible aux questions écologiques, pas trop voyager en avion, pas trop manger de viande, on fait attention à la planète, et qui est sensible aux défis climatiques, aux défis écologiques, et pourtant elle est totalement baignée, vous le disiez, dans le numérique, elle passe des heures sur les réseaux sociaux, donc voilà, il y a une éducation aussi peut-être à faire pour... Il y a une éducation, on revient à cette virtualité et cette pollution qui n'est pas comprise. Je pense que la jeune génération a entre les mains un outil merveilleux, mais c'est un outil qui la rend extrêmement puissante. À coup de hashtag, Greta fait descendre des centaines de milliers d'adolescents et de jeunes adultes dans la rue, c'est absolument incroyable. Et en même temps, c'est forcément un outil qui excite nos vanités, qui excite notre hubris. Or, ces technologies, elles nécessitent d'être utilisées avec sagesse. Et je reviens à cette phrase qui est en exergue du livre de Stephen Hawking, l'avenir sera une course entre les technologies et la sagesse avec laquelle on sera capable de les utiliser. Et c'est une grande question qui se pose pour la génération Greta. Après, on a le lobby européen du numérique. Ouais. Bon, c'est le lobby évidemment, mais qui affirme que le numérique va entraîner 10 à 15 fois plus d'effets bénéfiques sur l'environnement que d'impact négatif. Le sujet, en fait, c'est que c'est un lobby qui produit ses propres chiffres. Donc, en fait, il est jugé parti. Le crédit qu'on peut lui donner, c'est qu'il n'existe pas forcément d'autres chiffres. Et qu'il y a un moment, celui qui produit les chiffres, c'est celui qui a littéralement les données sous les yeux. Jugé parti. Et donc, forcément, il est en mesure de le faire. Il fait un travail qui, forcément, ne peut pas être négatif. Je veux dire, vous imaginez bien que ça ne peut pas être autrement qu'un point de vue positif sur son travail. Et l'enjeu du journaliste, c'est bien d'essayer de démêler dans cette histoire l'information qui est forcément partielle et partiale, puisqu'elle a été mise par celui-même qui se trouve être jugé, et l'information objective, mais qui a du mal à émerger, parce que les chercheurs, les ONG, les journalistes, les think tanks indépendants ne sont pas pléthores pour évaluer ces enjeux-là. Donc il y a un sujet de formalisation chiffrée de ces enjeux-là, mais le fait de que opérationnelle. Mais le fait que les dommages soient plus lourds que les bénéfices, on ne sait pas, c'est impossible à trancher. En fait, on ne sait pas. En réalité, on ne sait pas. Il faut admettre qu'on ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui. On sait que c'est un coût qui augmente, et pour autant, le solde, c'est difficile de le savoir. Est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, une croissance optimisée du monde digital plus respectueux de la planète? Oui, le jour où on aura ouvert ce débat sur... D'abord, ça va commencer par ça. Ça va commencer par connaître la vérité écologique des technologies. J'aime bien cette expression qui vient de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement de Jacques Chirac. Je pense que ça commence par cela. Et puis ensuite, que fait-on? Parce qu'en fait, comme dit Saint-Exupéry, il ne faut pas être responsable et désespéré. Il faut agir. On agit sur les smartphones, on agit sur les tablettes, on agit sur les ordinateurs, toutes ces interfaces. Donc comment on fait pour faire baisser la pollution, cette pollution numérique? On va pas jusqu'en Chine où
Les réseaux sociaux sont limités à quoi? C'est 3 heures par semaine, c'est ça pour les ados? D'abord, on agit sur le sourcing éthique des matières premières qui permettent de fabriquer un smartphone. Si mon graphite, mon cobalt, mes terres rares, mon cuivre ou mon lithium qui sont dans le téléphone portable sont extraits de façon plus respectueuse des hommes et de l'environnement, déjà, on a un impact. On garde ces téléphones le plus longtemps possible. C'est ça, on arrête à voir. Il y a ce sondage, cette étude qui montre que les jeunes entre 16 et 25 ans ont eu 6 portables, c'est ça? En sont à leur 6e portable en France. Hein, ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà eu 5 portables avant. Ouais. Si on continue de les gaspiller, s'il y a ce gaspillage de matière, évidemment qu'on aggrave l'impact. Donc le premier enjeu, c'est ça. Vous posez une question passionnante, David Jacot, qui est celle en fait de la... Non, parce que je reviens pour la 2e fois. Donc j'estime que vous posez les bonnes questions, mais en fait la question aussi, c'est celle de nos usages. La Chine, vous l'avez dit, il y a quelques semaines, a interdit aux jeunes de moins de 14 ans d'aller plus de 40 minutes par jour sur TikTok. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Elle ne le fait pas pour le bien-être psychologique des jeunes. Elle le fait parce que le régime craint que ces réseaux sociaux ne soient une façon de collaborer et de parler sur ces réseaux sociaux d'autre chose que de la vidéo sur TikTok, de parler de politique, par exemple. Donc il y a une mesure politique derrière tout cela, autoritaire. Mais il faut quand même s'appeler la Chine, être un État totalitaire pour être capable de prendre une telle décision. Ouais. Et de remettre de la limite, de la modération, voire de l'interdit dans l'usage d'Internet. C'est des questions qui ne se posent pas beaucoup, le mot qu'on puisse dire en Europe. On dira « touche pas à ma liberté ». Voilà. Et donc les petits gestes, on finit là-dessus, les petits gestes du quotidien? Les petits gestes du quitidien, à mon avis, servent à rien, je suis désolé de vous le dire. Ouais, c'est vrai. C'est sympa, mais en fait, vider sa boîte mail, je suis désolé, aller rentrer, ne pas passer par Google pour aller sur un site internet, les mettre dans les favoris, c'est sympa, mais si vous voulez, aujourd'hui, face à cela, vous avez en fait l'arrivée de l'Internet de tout, où on va connecter des milliards et des milliards et des milliards d'objets qui vont produire chacun des données. Donc moi, je veux bien nettoyer ma boîte mail, mais c'est un peu comme si je suis sur une plage, que je vois la mer qui se vide sous mes pieds, un tsunami qui arrive, et que je cours au-devant de la mer avec mon seau pour vider la mer. Vider son email face au tsunami de données qui arrive, c'est cette image qui me vient à l'esprit. C'est bien pour prendre conscience, il y a un aspect éducatif qui est nécessaire. Oui, allez vous inscrire au prochain World Digital Cleanup Day en 2022, où tout le monde se retrouve sur un tuto pour vider sa boîte mail et son iCloud. Faites-le pour prendre conscience de l'impact écologique d'Internet, mais ça ne suffira pas. Il va falloir se poser des questions qui sont systémiques sur quelle est la bonne donnée, quelle est la mauvaise donnée. Est-ce qu'Internet doit être gratuit encore? Ce qui nous pousse à consommer? Est-ce qu'il doit être davantage payant? Est-ce qu'il doit y avoir de l'interdit? C'est la surconsommation, c'est ça en fait. C'est la surconsommation. Le sentiment que cette croissance peut être infinie sans impact sur la planète. C'est ça la morale du bouquin, non? Oui, et puis c'est exactement, je pense que ça permet une surconsommation puisqu'on a l'impression de ne pas polluer. Et puis comme c'est gratuit, on ne paye pas le vrai coût d'Internet. Si un jour Internet est payant, si ma vidéo de chat est payante, je peux vous jurer, je ne regarderai pas souvent de vidéos de chat. Mais comme on a l'illusion du gratuit, puisque j'échange mes données contre le service qui est gratuit, puisque comme le dit l'adage, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, et bien en fait, je peux, comme dans un open bar, consommer au maximum. Et vous savez, quand je sors d'un restaurant en menu illimité, j'ai toujours trop mangé à la sortie du restaurant. Bah là, c'est un peu pareil. Je surconsomme de l'Internet parce qu'Internet est gratuit. Surconsommer ce livre, L'enfer numérique Merci. De Guillaume Pitron, Voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine, bien sûr, ici sur Boursorama.